Écoute, moi je vais te parler un peu des chaînes YouTube de voitures. Est-ce que dans ton chat et dans mon chat, ça regarde des chaînes YouTube de vroom vroom un petit peu? Est-ce que toi-même t'en regardes? Moi, je regardais du Villebrequin, je trouvais ça très cool, etc. Et je suis tombé littéralement hier sur Amazon Prime qui m'a recommandé la saison 9 de Top Gear avec Villebrequin. Elle est bien? Je sais pas, je l'ai pas vu, j'ai pas cliqué. Ça m'a pas du tout donné envie, quoi. Genre, je me dis, en fait, pourquoi je vais regarder des créateurs YouTube qui sont maintenant à la télé? En fait, ça m'a répulsé instant. C'est trop bizarre. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, et là, il y a une réalité à ce que tu dis qui est que le problème, c'est que la plupart du temps, quand des youtubeurs vont à la télé, ils ont derrière des prods de télé qui leur disent alors non, le format ça va être ça, vous allez faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, et du coup ça devient aseptisé, nul, parce que voilà. Attention, c'est pas une critique de l'émission de Villebrequin sur RMC, parce que je ne l'ai pas vu, mais juste c'est l'expérience de base, c'est ça. J'espère pour eux qu'ils peuvent avoir un peu d'input et qu'ils ont pu faire leur émission, faudrait que je la regarde pour avoir un vrai avis. Mais souvent les youtubeurs qui vont en télé, le problème c'est ça, quoi. C'est que... Mais après, en fait, c'est pas que un seul événement, tu vois, c'est pas que unique. Il y a eu Squeezie avec Hugo sur France 2 qui a bidé, il y a eu Thibaut InShape avec Juju Fitcat dans des trucs sur M6 qui ont pas marché, pareil avec McFly et Carlito. En fait, ces formats télé, je comprends pas pourquoi des youtubeurs essayent d'y aller, quoi. Peut-être que c'est une frustration de se dire maman, je passe à la télé, tu crois, ou pourquoi ils gagneraient quoi? Non, mais j'ai la réponse parce que moi-même j'ai des discussions en cours sur ce genre de sujet qui se passent d'ailleurs plutôt bien, donc je suis assez content. Mais pour faire des trucs vraiment bien. Mais en fait, la réponse elle est simple, c'est parce que la publicité sur la télé est payée beaucoup plus cher que sur internet encore, et que du coup, si tu veux du budget pour réaliser des choses géniales, si tu veux du budget pour réaliser une émission de 50, 100 000, 200 000 euros, voire plus, si jamais t'es un gros créateur, tu le trouveras jamais sur internet, à moins d'être Squeezie. Donc en fait, pourquoi tu vas à la télé? Parce qu'ils ont un savoir-faire et des moyens de production qui sont 100 000 fois supérieurs aux nôtres. Et les gens ils disent, les gens dans mon chat, attends juste, je réponds un truc. Les gens dans mon chat se disent pour la thune, ils font ça pour l'argent. Les trois quarts du temps, les amis, c'est absolument pas vrai. Les trois quarts du temps sur la télé, alors évidemment t'es payé, tu travailles, évidemment que t'es payé, mais c'est même pas une question de salaire personnel, c'est une question du budget que tu peux mettre dans la prod. C'est ça qui change avec la télé. C'est pas forcément que tu vas prendre un gros chèque en perso, mais c'est qu'on va te donner un chèque pour plusieurs épisodes de, je sais pas moi, 500 000, 700 000 euros pour faire ton émission. Et là tu peux faire des trucs, tu peux machin, ça change tout, quoi. En bref. Ouais, après je pense que c'est vrai hors service public. Parce que moi, par exemple, je suis en discussion pour passer en prime time dans une émission du service public, tu vois, pour faire un truc pour eux. Et les budgets, c'est de la merde. Ouais, ça dépend des périodes, ça dépend des chaînes, ouais, mais ça dépend de plein de gens, je pense. Ça dépend de plein de trucs, mais en tout cas l'intérêt c'est ça, et pour moi ça marche si la chaîne comprend l'intérêt de ce que t'apportes et te laisse avoir ta DA en fait, et accepte de bouleverser un peu son format habituel, tu vois. Et là ça fonctionne, et on a des exemples de ça qui fonctionnent, mais c'est encore un petit peu... Mais après, en termes de visibilité, moi je suis désolé, j'ai fait le JT de TF1, j'ai fait 2 fois le JT de France 2 de 20h, etc. Ouais. J'ai fait le JT de M6, etc. J'ai fait BFM TV, ça m'a apporté que dalle en visibilité. Ça m'a apporté un message de ma mère qui me dit « Je te vois à la télé ». C'est tout, tu vois. Oui, en termes de up sur la chaîne YouTube ou de trucs, mais rien du tout, quoi. Pareil, à chaque fois que j'ai fait des passages télé, ça m'a rien rapporté en audience, parce que c'est pas les mêmes audiences. En revanche, ça t'apporte des trucs que tu n'imagines pas, parce que ça a aussi un intérêt. Par exemple, j'ai déjà eu des discussions avec des marques qui m'ont dit « Ah, mais on vous a vu sur Arte ». Alors, je suis passé une fois il y a 8 mois, tu vois. Mais eux, ce qu'ils ont vu, c'est ça. Tu vois. Et en fait, ça t'apporte de la crédibilité, tu veux dire. Ça t'ouvre des portes ailleurs en fait, mais que tu ne vois pas directement. C'est très bizarre. Mais en fait, c'est pas la même audience du tout. Donc forcément, personne va te follow parce que t'es passé à la télé. Mais par contre, il y a des gens qui vont te voir qui t'auraient jamais vu sinon. C'est vraiment haute média, haute audience. Intéressant. Ce que j'allais dire, donc c'est intéressant d'ailleurs que tu parles de ça parce que t'es complètement en lien avec ce que j'allais raconter. J'en profite pour répondre au message de Nils Canil sur YouTube qui est intéressant. Je suis réalisateur pour la télé, c'est effectivement assez rigide. Le fait que les émissions coûtent cher, c'est un des problèmes. Plus il y a de l'argent, plus les diffuseurs sont frileux au risque. Oui, et il serait intéressant de leur rappeler aux diffuseurs télé que les grandes heures de la télévision française, c'est là où elles prenaient le plus de risques. C'est la grande époque de Michael Youn, la grande époque de Canal+, la grande époque où ils faisaient n'importe quoi, où ils étaient toujours à ça de se faire censurer par le CSA, où ils prenaient des risques de fou et tout, et c'est l'époque où on a eu les contenus les plus bangers qui ont marqué la culture française pendant des décennies, tu vois. Et c'est un truc qu'il faut... Moi, c'est un truc que j'essaye de rappeler en rendez-vous, quand j'ai rendez-vous avec ces diffuseurs-là, c'est de dire, justement, on est innovant sur le format, on est innovant sur ça. Ça veut pas dire qu'on dit des dingueries, je suis pas en train de dire qu'il faut faire comme Michael Youn et montrer sa bite H24, hein. Je suis en train de dire que dans la réflexion, il faut se dire comment on fait un truc qui sort un peu du cadre. Interville, exactement, Interville, pareil. Ok, l'article s'appelle Why are so many car YouTubers quitting?
Tu peux le mettre dans Google avec The Verge, après tu vas le trouver. En gros, il y a deux grosses chaînes YouTube aux US qui parlent de voitures, qui sont Car Throttle et Donuts, et les créateurs d'origine, en tout cas une partie des créateurs d'origine de ces chaînes sont en train de se barrer en fait tout simplement. C'est des chaînes qui sont extrêmement populaires aux US, qui font des trucs parfois techniques, parfois plus proches de divertissement, à la Vilebrequin, etc. Enfin bref, c'est des chaînes YouTube de bagnole. Or, comme je disais un peu en préambule, les chaînes YouTube de bagnole, elles demandent énormément de budget parce qu'il faut les bagnoles, il faut le terrain, il faut le truc. Je pense que vous avez déjà vu suffisamment de vidéos de Vilebrequin à l'époque qui racontaient un petit peu leurs mésaventures pour comprendre pourquoi est-ce que ce genre de contenu coûte vite des dizaines de milliers d'euros, même quand t'es pas forcément une très grosse chaîne YouTube. C'est très compliqué de faire une chaîne YouTube de bagnole qui fonctionne et qui tourne économiquement parce que ça coûte un pognon mais absolument dingue. Et on a des histoires d'ailleurs, que ce soit en France mais aussi à l'international, de youtubeurs voitures qui malgré avoir parfois des centaines de milliers, des millions d'abonnés, se payent très peu parce que tout l'argent va dans la création de contenu tellement ça coûte cher. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème de liquidité dans une entreprise? Tu as des investisseurs externes spécialisés dans les médias qui font bonjour, on aimerait injecter 15 millions dans votre chaîne YouTube et on prend 7% des parts de l'entreprise. Et puis, 6 mois après, tu as une deuxième levée, bonjour, on voudrait prendre 8%, on va prendre 9%, jusqu'à ce que il y ait un truc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la gestion de boîtes, en gros, les boîtes, au bout d'un moment, quand elles grandissent, elles ont un board, c'est-à-dire un board des directeurs qui sont des gens qui ont des parts dans l'entreprise et qui prennent les grandes décisions pour le prochain trimestre, pour le prochain quarter, etc. Et donc, rentre au board de ces entreprises qui sont des chaînes YouTube, des entreprises de venture capital, qui sont des investisseurs, qui ont besoin d'un retour sur investissement, et qui donc vont prendre des décisions qui sont parfois à l'opposé de ce que les créateurs de base de ces chaînes YouTube auraient voulu et fait. Et donc, tu as des gens comme voilà, Matt Levin de Donut Media qui finissent par partir de leur propre chaîne YouTube parce que ça ne leur correspond plus créativement. On apprend dans l'article aussi que c'est des chaînes qui sont parfois entre guillemets forcées de continuer à faire du contenu parce que c'est du contenu qui marche, mais c'est du contenu qu'ils n'ont plus forcément envie de faire, tu vois. Donc tu as des youtubeurs qui sont à la base et là-dedans pour la liberté créative et qui au final se retrouvent un peu bloqués dans des formats comme s'ils étaient finalement en télé ou un peu ailleurs. L'article, je trouve qu'il était assez bien fait et il comprend assez bien la créateur économie parce qu'il explique ce truc justement de les chaînes de voitures sont dans un problème spécifique qui est que est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une chaîne YouTube de bagnole qui continue à marcher pendant des années tout en restant indépendante. Et pour l'instant en fait l'économie n'y est pas encore et donc tu as toujours ce truc quand tu crées une chaîne YouTube de bagnole qui est si ça fonctionne à un moment donné, est-ce que tu restes un peu au même niveau et tu plafonnes quitte à redescendre quand même à un moment donné parce qu'en fait quand tu plafonnes au bout d'années et d'années de plafonnement, bah il y a d'autres gens qui font d'autres trucs et puis il y a d'autres chaînes qui vont se monter avec du venture capital et qui vont faire du contenu meilleur que toi, etc. machin, ou est-ce que tu continues à grandir? Mais pour continuer à grandir, contrairement à d'autres niches sur YouTube, il faut accepter d'avoir ces investisseurs externes parce que tu as très vite des budgets de production de contenu qui se comptent en millions de dollars à l'année. J'ai fait un résumé de l'article très rapide, on va pas le lire en direct, il est très long, mais je trouvais ça vachement intéressant parce que c'est dans un sens assez triste. Alors il y a deux fins à ce truc-là. Soit en fait les créateurs d'origine de ces chaînes YouTube se mettent à partir en indépendant et font du contenu beaucoup plus calme, tant dans la réalisation que dans la fréquence d'upload. Soit en fait ils acceptent le truc et ils restent dans ces boîtes-là à faire du contenu qui leur plaise plus forcément. C'est un résumé rapide, mais je voulais avoir l'avis du chat là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. C'est vraiment un problème spécifique à ces chaînes qui parlent de bagnole. Et est-ce que ça, c'est pas un problème aussi très américain? Parce que moi, je connais des créateurs qui ont comment on appelle ça, qui ont fait des levées de fonds pour leur chaîne YouTube pour créer plus des médias, tu vois, qui ont créé des médias à partir de ces chaînes YouTube florissantes. Mais c'est très américain, non, le truc d'investir, de considérer une chaîne YouTube exactement comme une boîte et de faire des levées de fonds autour de ta chaîne YouTube. Parce que je crois qu'il n'y a pas que les chaînes de voitures qui font ça. Oui, et c'est effectivement très américain. Maintenant, on ressent le même problème en France, sauf que nous, la question se pose pas parce qu'on a quasiment pas d'investisseurs, donc qui veut venir. Mais en fait, le même problème se pose parce qu'il y a les mêmes problèmes de liquidité. En fait, les problèmes de liquidité, ils sont mondiaux. La façon d'y répondre, elle est selon le pays. Aux US, ils ont des investisseurs externes, donc ils ont ce type de problème. En France, on les a pas. Donc c'est soit tu stagnes, soit tu as des médias externes comme la télé et tout qui vont te dire, bah viens faire notre truc. Mais du coup, c'est pareil, tu te retrouves dans un truc. Alors, juste pour préciser, les amis, problème de liquidité, ça veut pas dire que c'est des problèmes de rentabilité. C'est très différent. Un problème de liquidité, ça peut être le fait que tu aies besoin d'avoir 1 million d'euros pour investir 1 million pour ressortir 1,5 million. Mais tu peux très bien avoir des chaînes YouTube qui vont être rentables à 100 euros, 200 euros, 300 euros, mais en fait tu vas avoir que quelques milliers d'euros si tu fais pas de levée de fonds, et donc tu pourras pas step up et investir dans des gros projets justement. Donc c'est un très bon point. En gros, un problème de liquidité, c'est si je te prends l'exemple d'une grosse chaîne YouTube qui marche bien, imaginons qu'elle a besoin de 2 millions d'euros par an pour
des frais de fonctionnement et de la production. Elle génère 3 millions d'euros par an, donc elle est rentable. Le problème, c'est qu'elle génère le creux de tous ses revenus, je sais pas moi, entre septembre et décembre. Bah, peut-être qu'il y a des problèmes de trésorerie au début de l'année, parce qu'en fait, ils dépensent toujours l'argent pour faire la prod, mais que l'argent, ils le font de manière saisonnière en fin d'année, et donc ils ont des problèmes de trésorerie et de liquidité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas forcément rentables. Pour ça d'ailleurs que plein de boîtes font du prêt bancaire ou des investisseurs externes et tout, pour avoir ce fonds de roulement pour continuer à exister, tu vois. C'est deux choses différentes, effectivement. Et est-ce que c'est pas atypique, enfin atypique non, est-ce que c'est pas vraiment dans le game des voitures qu'on voit ça en premier? Parce qu'il y a aussi une course à être toujours plus grand, faire toujours des plus belles voitures, tu vois, du plus, mais de manière totalement démesurée, tu vois, quand tu passes d'une Porsche à une Bugatti Veyron, tu passes pas d'un GPU à un autre GPU, tu vois, là on parle de step de plus en plus grosses. Donc est-ce que ce problème-là qu'on voit dans la creator economy au niveau des États-Unis, qui est névralgique des voitures, va pas petit à petit au final se propulser dans les autres niches, tu vois? Si, je pense qu'on arrive à un point. L'arbre qui casse la forêt, tu vois. Je suis assez d'accord avec ça. Et franchement, quelle discussion à bâton rompu. Non, je suis assez d'accord avec ça. En fait, la problématique qu'on a, c'est qu'on arrive effectivement à un fork on the road, comme on dit. Il y a une crossroad et il faut voir dans quelle direction l'écosystème va. En fait, le problème, c'est que la pub YouTube, j'ai pas envie de dire de conneries, mais si je devais donner une échelle, en France, elle est payée peut-être entre 3, 4 et au maximum, pour certaines rares chaînes, $20 du CPM. C'est-à-dire que toutes les 1000 impressions publicitaires, tu gagnes cette somme. Vous êtes riche, hein, moi j'ai pas du tout ça, moi. Non mais là je te donne une échelle basse et haute. Hein. Et donc le souci c'est que par rapport à la télé, la pub YouTube rémunère, je pense, 8 à 15 fois moins. Et ça commence à devenir un souci parce que si on veut que l'écosystème perdure, et surtout que quand je parle d'écosystème, je parle d'écosystème au sens large, c'est-à-dire que les youtubeurs continuent à produire des vidéos, deviennent des boîtes de production de plus en plus grosses, engagent des gens, etc. Bref, qu'il y a un vrai écosystème qui flourish là-dessus. Il faut que la transition télé vers internet se fasse. Il faut que la pub internet, qui en plus est plus rentable pour les annonceurs, commence à être payée plus cher. Le problème c'est que c'est générationnel. T'as plein de gens qui n'investissent pas sur YouTube. Il y a plein de gens, je vous jure, j'ai eu ces rendez-vous. Je sais que ça paraît délirant ce que je vais dire, mais j'ai eu ces rendez-vous, je l'ai vu de mes yeux vus. Des gens qui ont presque 60 ans, qui sont des gros annonceurs et qui se disent ah oui YouTube, non bah, on y va un petit peu mais pas beaucoup, c'est là où il y a les vidéos de chats et tout, hein, en 2024. En 2024, je vous jure que c'est encore ça, la façon dont c'est pensé chez certains gros annonceurs. Il y a un travail d'évangélisation qui est encore énormément à faire. Et tant qu'en fait les youtubeurs gagnent pas 7 fois plus d'argent, ils resteront bloqués dans ce truc où ils peuvent pas réinvestir à fond dans la prod, quoi. Et c'est la vraie problématique de cette décennie, je pense. Mais du coup, toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux que les annonceurs télé vont avec les mêmes budgets sur YouTube? Non, je me corrige. Je veux que les annonceurs télé payent encore plus cher qu'ils payaient sur la télé. Parce que la pub internet est beaucoup plus performante. Ah ouais, ok. Ah ouais, mais ça, c'est toute une culture à revoir, quoi. Mais ça commence à arriver. À revoir, surtout, alors, c'est toute une culture à revoir, surtout quand tu vois les bids monumentaux que font les chaînes télé sur YouTube. Quand tu regardes BFM TV qui a essayé de se lancer sur Twitch, c'était une catastrophe. Quand tu regardes des chaînes YouTube de certaines chaînes, c'était une catastrophe. Ils sont tous là, et je parle en France, à essayer de créer leur plateforme de diffusion, hashtag Salto, pour essayer d'accaparer au maximum ces vues et de les garder dans leur écosystème. Donc, aller se dire, on va mettre des trucs à nous dans un écosystème YouTube, je pense que c'est vraiment une différence de culture. Et juste, je terminerai sur ça. Par exemple, il y a une niche, par exemple, pour le service public. Alors attention, moi je parlais des annonceurs. Hein. Là, tu parles des chaînes télé. Moi, je parle des Danone et tout. Tu vois. Oui, mais regarde la réflexion. C'est que les annonceurs, vu qu'ils sont à la bonne franquette et vu qu'ils ont une culture de la télé, si les chaînes télé vont sur YouTube, les annonceurs vont venir comme des petits chiens derrière en mode ah bah ils sont allés, donc nous aussi on va y aller, tu vois, en mode lapin et voilà, tu vois, moi je vois plus ça comme une corde à tirer, tu vois, et je pense que ça vient du premier wagon, qui sont les chaînes télé, qui ont du mal à aller sur YouTube. Quand tu as juste à regarder France Télévisions, ils peuvent faire un buzz de ouf sur YouTube en mettant toutes les saisons de Fort Boyard. C'est bête, hein, mais ils mettent toutes les saisons de Fort Boyard, ils font un buzz de ouf. Pourquoi ils le font pas? Ah, mais parce que Internet, on sait pas, etc. Et en fait, il y a cette différence de culture qui est un peu différente et qui rejoint un peu le débat qu'on avait au début sur mais pourquoi les youtubeurs vont sur la télé, mais là maintenant, c'est pourquoi la télé ne vient pas davantage sur YouTube. En fait, pour répondre à la partie de ta question où tu disais toi tu veux que les chaînes de télé aillent sur YouTube aussi. En fait, moi je sais pas si t'as vu, mais je vais faire une analogie un peu à la con. Il y a, je crois, quelques jours, il y a des anciens emails de chez Nokia qui ont fuité. Et dans ces anciens emails, on apprend notamment une chose. Nokia avait des emails, c'est fou, mais voir le fax.
coup. Mais en gros, il y a un truc, il y a un senior directeur de chez Nokia qui disait à une époque où en fait, il se faisait dépasser par le smartphone, il y a des années de ça. Il disait bonjour à tous, il parle à son équipe, il dit je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui était sur une station de forage pétrolier en plein océan et il voit qu'il y a un début d'incendie. Et il se dit est-ce que je saute maintenant dans l'eau et je risque de me noyer mais je vais nager vers la sécurité, ou est-ce que je reste et j'essaye d'éteindre l'incendie, tu vois. Et en fait, il raconte toute l'histoire, elle est très longue, et après il dit je pense que nous sommes actuellement sur cette plateforme de forage pétrolier, tu vois. Et en gros, il est en train d'expliquer tout ce qui est en train de se passer, Apple qui est en train de devenir le smartphone premium, Android qui à l'époque, il y a plus de 15 ans, était en train de devenir le smartphone de référence en dessous de $100 pour le smartphone de mass market, etc. machin. Moi je pense personnellement que, mais je passe pour le fou du bus à chaque fois que j'ai cette analyse, mais je pense qu'elle est tout à fait réelle, je pense qu'on est à un moment Nokia pour la télé. C'est-à-dire qu'ils s'en rendent pas compte, ils gagnent encore énormément d'argent, ils ont une audience captive, pour eux tout va bien, vraiment, mais je pense qu'avec du recul, dans 20 ans, on se rendra compte que la période des années 2020, c'était le moment Nokia pour la télé, parce que c'est ce moment où tu as un incumbent, comme on dit, qui est très fort, qui ne fait pas d'innovation, en tout cas peu, et s'y met difficilement, et pense qu'en fait, il peut, par sa chaîne linéaire, bypasser tous les nouveaux trucs qui se passent. Je pense que c'est une connerie, et je pense que se connecter à cet écosystème de créateurs indépendants maintenant, là, tout de suite, c'est ce qui fait que des chaînes de télé vont perdurer pendant encore 50, 100 ans. J'en suis mais intimement convaincu. Ouais, c'est intéressant comme take, et on peut même aller prendre le paroxysme ultime des annonceurs dont tu parlais tout à l'heure sur le fait que, par exemple, aux États-Unis, pour ceux qui regardent la télé aux États-Unis, il y a une pub littéralement toutes les 2 minutes quand vous regardez la télé aux États-Unis. Il y a une pub toutes les 2 minutes. Ouais. Genre, c'est infernal. Et pourtant, il y a beaucoup de gens encore qui regardent la télé. Mais moi, je pense que c'est un problème générationnel et c'est un problème aussi culturel, tu vois, parce que c'est comment est-ce que tu arrives à déplacer des populations comme ça qui sont accrochées à leur poste de télé, tu vois. Il y a le poste de télé dans le salon, c'est culturel et on veut notre poste de télé, on veut manger avec la télé, tu vois. Comment tu arrives à les déplacer avec ton audience sur Internet? Je pense que, en fait, c'est tout un tas de problèmes multifactoriels. Dans mon chat, il y a quelqu'un qui disait ouais, mais Anis, c'est pas les chaînes qui sont responsables de ça, c'est les boîtes de production comme Endemol qui détient tous les anciens Big Deal, qui ont aussi des musiques copyrightées, qui sont musicées par YouTube, etc. Et mais en fait, Anis, il y a une barrière entre les deux mondes, tu vois, aussi. je pense que tu poses pas la bonne question. Là, tu te poses la question de comment tu fais un transvase d'audience. Moi, je vais te retourner une autre question. Qu'est-ce que tu fais quand ton audience elle meurt? Ouais, c'est vrai, parce que le baby boom, ça fait plaisir pendant quelques temps, mais à un moment donné, il n'y a plus personne, quoi. C'est pour ça que moi, que je parle des années 2020. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin des années 2020, en 2030, tu vas avoir l'audience télé, on sait que démographiquement, c'est la plus vieille. Et donc, en fait, ils ont besoin de ce renouvellement. Et donc, il faut aller chercher l'audience là où elle est. Et elle est pas devant le poste linéaire. Moi, c'est ma take, mais... Ça dépend. L'audience, elle peut être devant le poste pour des événements spécifiques, tu vois. Quand Oui, France à la Télévisions marge, achète bien les sûr. droits des Jeux Olympiques. Oui, voilà, tu vois, quand il y a des trucs très spécifiques. Mais ça, c'est des rendez-vous, tu vois. En mode latent, en mode regarder son poste de télé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, quand ils veulent se vider la tête, ils vont plus ouvrir leur téléphone. Ce que je dis ne s'applique pas pour les grands rendez-vous sportifs, pour tous ces trucs-là où effectivement t'as toujours ce côté rendez-vous et tout machin qui fonctionne extrêmement bien, c'est pas un souci. Mais en fait, moi, ce que j'ai en tête, c'est une adaptation totale des programmes. C'est pas seulement, tu sais, la télé a essayé de le faire à une époque, notamment quand Twitter a commencé à bien buzzer. Il y avait des petits bandeaux qui apparaissent à l'antenne en disant réagissez avec le hashtag machin nan, nan. Et pour moi, il faut faire beaucoup plus de ça. Moi, je vois un futur où un plateau télé, c'est avec un chat et avec des gens qui répondent au chat et avec des trucs. Enfin, pour moi, il y a un merge des deux formats qui va se faire si ces gens veulent survivre la prochaine décennie. Ils sont en train d'essayer de le faire. Ils sont en train d'essayer de le faire. Mieux. Par exemple, sur BFM, il y a un truc en mode, ouais, scannez le QR code et dites-nous ce que vous voulez. Bon, ils sélectionnent de ouf les réponses. C'est trié de ouf, c'est aseptisé de ouf, mais il y a quand même cette direction. Après, il y a des trucs qui sont plus ou moins kitsch et qui marchent pas de ouf. Par exemple, ils ont M6 dans Pékin Express, ils ont essayé de faire les reacts en mettant d'anciens candidats de Pékin Express après un épisode de Pékin Express pour leur dire hey, regardez l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez y réagir. Mec, c'est chiant de ouf, c'est infernal. Donc, il y a des tentatives qui sont en train d'essayer d'être créées. Je pense que c'est en train d'essayer de se chercher dans tout un tas de directions, à la radio, à la télé, etc. Et surtout en fait, il n'y a pas la méthode parce qu'il n'y a pas des stratégistes médias qui comprennent ce qu'ils font sur ces nouveaux médias. Mais si tu avais des réflexions de stratégie média intelligentes, tu ferais... Je te prends un exemple. Comment est-ce que tu utilises ces nouveaux canaux de diffusion pour une grande émission, un grand rendez-vous télé comme Koh-Lanta? Je te prends Koh-Lanta, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu as, pendant la diffusion de l'émission, t'as un gars sur place sur le tournage qui fait des TikTok avec les gens qui sont en train de faire le show. Tu pourrais très bien avoir pendant l'émission des trucs en mode je passe le téléphone à des espèces de mèmes et tout machin. En fait, l'émission n'est plus seulement le canal linéaire. L'émission, c'est plein de
formats qui existent aussi de manière native sur là où ils doivent être, du format TikTok sur TikTok, du format YouTube sur YouTube, du format Twitch sur Twitch. Tu pourras avoir, tu vois, genre Denis Brognard qui passe faire un commentary de la journée sur Twitch, sur TikTok ces formats-là en direct avec les contestants, sur YouTube tu pourras avoir certains challenges un peu montés, format YouTube limite un peu MrBeast, tu vois, ça marcherait de fou. Et en fait ça, pour ça il faut faire de la stratégie média. Ouais mais gros, on en revient à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils prennent pas de risques. Pourquoi ils prendraient des risques à faire ça en mode non, ça va nous coûter de l'argent en fait? Ça va nous coûter combien? Non, c'est une nouvelle ligne budgétaire. Ah non, on peut pas faire de nouvelle ligne budgétaire. Ah non, on peut pas faire ça parce qu'on n'est pas sûr que ça va marcher. Voilà, plus de risques. Et pourtant, à mon sens, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça qu'ils le font pas. Et pourtant, à mon sens, ils sont en ce moment en Nokia, et c'est ce qu'ils doivent faire, s'ils veulent continuer à vivre pendant 100 ans. Il y a des gens qui me disent, après interaction sur un chat à 400 viewers, c'est ok, un chat à 2 millions, il n'y a plus d'intérêt. Mais gros, genre le chat du GP Explorer avec Squeezie, je pense que vous avez tout ce qu'il fait aussi être dans le chat aussi. Il y a pas, c'est pas une question de nombre non plus, tu vois. Après, il y a des outils qui existent pour synthétiser les trucs, pour sélectionner les trucs, etc. Je pense que le nombre, c'est pas vraiment le truc. Je pense que ce que dit Hardis, c'est vraiment dans l'implication d'une nouvelle forme de consommation des médias, tu vois. Et aujourd'hui, les médias, tu les consommes plus comme tu les consommais avant. Tu vois, moi, quand je fais des vidéos sur YouTube, quand Hardis fait des vidéos sur YouTube, quand il y a un créateur qui fait des vidéos sur YouTube, vous regardez pas juste une personne qui lit un prompt et qui va vous parler. Non, vous regardez le contenu parce que peut-être vous appréciez la personne, parce que Hardis qui dit, je parle pour moi aussi, je parle pour nous tous. Moi, je lis un prompt, hein, je vais pas. Non, moi aussi, tout le monde lit des prompts. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a tout un lore autour des personnes, tu vois. Tu sais que quand tu vas sur cette chaîne-là, c'est pour ça, t'aimes bien la personne, t'aimes bien le truc. Tu vois, il y a tout un lore autour de ça. Alors que le mode passif, allumer la télé et attendre que ça nous jette des programmes, je pense qu'effectivement, ça, c'est en train d'évoluer, surtout quand ta consommation, elle se fait de plus en plus par des applications mobiles qui vont avoir ce truc passif en mode tu scrolles, mais la différence, c'est que c'est personnalisé vis-à-vis de tes choix, tu vois. C'est personnalisé vis-à-vis que t'aimes. Et c'est pas personnalisé vis-à-vis de tout le monde, c'est personnalisé pour toi. On passe d'un modèle où on veut faire plaisir à tout le monde à un modèle où on veut faire plaisir à chacun. Et je pense que les médias ont tout autant intérêt à prendre ce pli, quoi.